Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les sacrifices humains se multiplient au Bénin. Cet acte condamnable n'épargne aucune couche de notre société. On en discute sur le débat après la chronique de Samson Adesi. En coup de gueule, on revient sur le propos de l'honorable Ordena Ladati quand il était à la touche. C'est au sujet de la fronde sociale que le Bénin avait traversé sous le régime de fin fidèle ami de ce programme. Bonsoir et bienvenue. Voici la rubrique qui plante le décor de cette émission. Laurent Gbagbo sur Gloire d'Afrique. Originaire du village de Maman dans le Grand Ouest ivoirien, Laurent Gbagbo est issu d'une famille modeste de père sergent de police et de mère ménagère. Il voit le jour le 31 mai 1945 en Côte d'Ivoire. Devenu directeur de l'Institut d'histoire d'art et d'archéologie africaine en 80, il se révèle lors des manifestations estudiantines du 9 février 1982 qui provoquent la fermeture des universités et des grandes écoles. Et c'est durant cette année que naît dans la clandestinité le futur Front populaire ivoirien. Parti en exil en France en 1985, Gbagbo est autorisé à revenir au pays le 13 septembre 1988 par Houphouët-Boigny qui lui accorde son pardon en déclarant que l'arbre ne se fâche pas contre l'oiseau. En 91 et en 92 ont lieu d'importantes manifestations estudiantines. Laurent Gbagbo est arrêté par le Premier ministre Alassane Ouattara et condamné à 2 ans de prison, mais il est finalement libéré en août de la même année. Désigné candidat officiel du FPI lors du 3e congrès du parti, Gbagbo se présente à l'élection présidentielle du 22 octobre 2000 contre le général Robert Guéhi. Cette élection marquée par l'élimination par la Cour suprême de plusieurs candidatures, dont celle d'Alassane Ouattara et de l'ancien président Bédié, donne Gbagbo vainqueur. Le soir même, il prête serment au palais présidentiel d'Abidjan et précise lors de son discours à l'attention d'Alassane Ouattara qui réclame un nouveau scrutin: « Nous ne réécrirons pas une nouvelle constitution et nous ne ferons pas une autre élection présidentielle. » Arrivé au pouvoir, Laurent Gbagbo met en œuvre une politique dont l'objectif est de permettre l'enrichissement de l'ensemble des Ivoiriens. Parmi les réformes majeures, Laurent Gbagbo met en place l'école primaire et secondaire gratuite et permet la distribution de matériel scolaire pour les familles démunies. Le nouveau gouvernement entame également l'abolition du délit de presse et de toute censure à l'égard des médias et des journalistes. À la suite de son élection, plusieurs affrontements ont eu lieu et qui ont rendu difficile l'organisation des élections législatives. Les 19 et 20 septembre 2002, une tentative de coup d'État en l'absence du président Gbagbo en voyage en Italie dégénère en soulèvement armé. Très vite, les rebelles se présentent sous la bannière du MPCI, le mouvement patriotique de la Côte d'Ivoire, et posent leurs revendications. Le départ du président Gbagbo et la réintégration des militaires partis en exil. Quelques jours après, les rebelles signent à Bouaké un accord de cessation des hostilités. Le président Gbagbo l'accepte et demande à la France de contrôler le cessez-le-feu des différentes parties. Un accord politique est signé le 4 mars par Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et le président burkinabé Blaise Compaoré qui a joué le rôle de facilitateur. Pour Laurent Gbagbo, il reste alors à remporter la présidentielle du 28 novembre 2010 pour obtenir une légitimité incontestable. Cette légitimité étant souhaitée et remise en question après la proclamation de sa victoire par le Conseil constitutionnel le 3 décembre. Un résultat contesté par le président de la commission électorale indépendante qui lui donne victoire à Alassane Ouattara. La représentante de la diplomatie de l'Union européenne, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, les anciens présidents Barack Obama et Nicolas Sarkozy considèrent pour leur part que le vainqueur est également Alassane Ouattara. Pourtant, Laurent Gbagbo est investi le 4 décembre 2010 à Abidjan. Quant à Alassane Ouattara, il a également prêté serment par courrier adressé au Conseil constitutionnel en qualité de président de la République de la Côte d'Ivoire. Alors, une pression est mise sur Laurent Gbagbo pour le pousser à accepter de quitter le pouvoir jusqu'à une intervention militaire. Retranché dans sa résidence présidentielle, il résistera jusqu'à ce 11 avril 2011 où il a été arrêté avec son épouse Simone. Le 18 janvier 2018, l'ancien chef d'État est condamné avec 3 de ses anciens ministres à 20 ans de prison ferme dans l'affaire du braquage de l'agence ivoirienne de la BCEAO et de plusieurs banques commerciales durant la crise post-électorale et à 329 milliards de francs CFA d'amende par le tribunal d'Abidjan. Son procès à la Cour pénale internationale est toujours en cours. Il est jugé pour plusieurs chefs d'accusation, crimes contre l'humanité, meurtre, viol, autres actes inhumains ou
à titre subsidiaire, tentative de meurtre et persécution. L'année passée, la cour d'assises d'Abidjan a décidé d'acquitter Simone Gbagbo. Depuis mai 2016, elle était jugée pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre après la crise meurtrière qui a touché la Côte d'Ivoire à la suite des élections présidentielles de 2010. Depuis quelques jours, Laurent Gbagbo fait objet d'une rumeur. D'après certains réseaux sociaux, il serait décédé d'une mort naturelle, une rumeur contestée par d'autres sites internet précisant que l'entourage de l'ancien président l'aurait démenti. Merci à vous, Brunel Mérinadé aussi. Nous allons poursuivre ce programme. Je vous présente ceux qui sont déjà autour de la table d'échange. Tony Aubin de Arzeke FM, fidèle ami de ce programme. Tony, bienvenue. Bonsoir Hippolyte et bonsoir à tout le Bénin. Léon Batonwero, bonsoir. Merci Hippolyte une fois encore de nous recevoir sur ce plateau et bonsoir aux amis téléspectateurs. Samson Karola Denssi, le chroniqueur, bonsoir. Bonsoir Hippolyte. Un tour à la régie avant de poursuivre nos échanges. Deuxième partie de cette émission, nous allons écouter donc l'honorable Orden Aladati quand il était à la touche, comme je le mentionnais tantôt, à la touche, ce qui n'était pas encore aux affaires. Il s'est prononcé par rapport à la fronde sociale qu'a connue notre pays en son temps sous le régime de feu. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. Nous sommes face à un pouvoir qui grignote chaque jour, qui passe sur les acquis de la démocratie. Je vais parler de la liberté d'expression. Les médias, les chaînes de télévision, par exemple, publiques, quand vous avez un discours qui n'est pas dans le sens du discours qui est tenu par les chantres de pouvoir, vous n'avez pas droit à la parole. Donc voilà, le droit de grève a été refusé à certaines personnes. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas le faire savoir. Et donc dans ce contexte-là, nous étant fondamentalement non violents, en attendant que la patience atteigne ses limites, nous avons estimé que c'était un moyen d'expression pour nous qui ne sommes pas d'accord avec la manière dont le pays est gouverné. Donc il y a beaucoup d'objectifs à travers le Mercredi Rouge que nous avons lancé. Vous savez, ce projet de révision de la Constitution en catimini, sans respecter un peu le parallélisme des formes, le consensus à valeur constitutionnelle, sans respecter tout cela, on envoie un projet par effraction au Parlement et puis après on découvre un beau matin qu'il y a un projet qui est envoyé aux députés. Nous nous disons que cette manière de faire n'est pas bonne et que la Constitution, le pilier, le fondement de la vie démocratique du Bénin et qu'on ne saurait la toucher sans nous consulter et sans nous écouter là-dessus. Et parce que nous ne sommes pas d'accord, nous mettons du rouge pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette manière. Vous savez, la lépide dont vous parlez là, on a estimé qu'on pouvait la corriger depuis longtemps, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on s'enlise, les élections ne sont pas organisées. Nous ne sommes pas contents de ça, nous mettons du rouge mercredi pour dire que nous ne sommes pas contents pour cela. Vous avez vu les concours qu'on a organisés pour recruter des jeunes à la fonction publique. Et donc un concours frauduleux, marqué par des scandales. Le président de la République a mis sur pied une commission d'enquête. Ça fait combien de mois bientôt que cette commission est mise en place? Et depuis, rien du tout. On n'a même pas sanctionné la ministre et les agents qui ont été coupables de cette telle manœuvre frauduleuse. Et nous ne sommes pas d'accord, nous n'arrivons pas à le dire sur la télévision nationale, nous n'arrivons pas à manifester, mercredi nous mettons du rouge. De toutes les façons, chacun a sa part d'indignation dans ce qui se passe dans le pays. Les syndicats à qui on veut refuser le droit de grève et tout cela, ils ont leur motif d'indignation. Et tous ceux qui ont un motif d'indignation par la gouvernance actuelle du pays, on leur demande simplement de mettre un t-shirt rouge. Voilà, Léon Batonwero, la route tourne et l'homme aussi certainement doit tourner. Orden Aladati a tourné d'un pas certainement. Tony Aubin, mon cher ami, a l'habitude de dire que la roue tourne, mais que les Béninois ont l'habitude de tourner plus que la roue. Et je crois que... Ah oui, je crois que c'est plutôt vous qui avez raison parce que
Vous savez, chez moi, on dit quand on est assis, on sait très bien danser et qu'on est bon cavalier assis. Parce qu'une fois sur le cheval, il y a des manières avec lesquelles il faut faire mouvoir le cheval. Ben, il faut forcément être sur le cheval pour comprendre que parfois, ça peut être compliqué. On peut lui donner une directive qui ne suit pas. Et aujourd'hui, c'est très bien de voir Oden Aladatin, qui est aussi un grand acteur de la société civile, qui l'a été pendant une vingtaine d'années ou un peu plus, mais qui, par la force des choses, est devenu acteur politique, un député aujourd'hui, et qui, 2 ans auparavant, ou 3, si je ne m'abuse, était dans une certaine position contraire à celle dans laquelle il se retrouve aujourd'hui dans sa ligne de défense à l'Assemblée nationale. Et il faut souligner par ailleurs qu'il avait été suppléant de Joseph Djogbenou, qui est aujourd'hui ministre de la Justice. Je dirais simplement que c'est la même bande de politiciens qui sont acteurs de la société civile devenus aujourd'hui politiciens et qui sont en contradiction avec leur idéal qu'ils ont défendu. Et je me demande véritablement pour un monsieur comme Oden Aladatin ou Joseph Djogbenou, des gens qui avaient, je ne dirais pas tout le Bénin, mais quand même une classe d'étudiants, de personnalités, d'élites qui sont allés à l'école, je veux dire, qui comprenaient un peu ce qu'ils disaient, qui les soutenaient. Aujourd'hui, dans quelle position se retrouve-t-il? Aujourd'hui, quand il est un grand acteur de Mercredi Rouge dont il vient de parler, des gens qui ont estimé qu'on ne pouvait pas interdire le droit de grève donc aux travailleurs, mais qui, ma foi, les voilà aujourd'hui défendre cette même position de ce que les travailleurs ne devront pas aller en grève pour que le pays évolue. Véritablement, c'est bien de voir qu'on est politicien et qu'hier, il y a une position qu'on a défendue, une position sur laquelle on crache aujourd'hui carrément parce que la casquette a changé. Hier, c'était l'acteur politique, l'acteur de la société civile. Aujourd'hui, c'est l'acteur politique. Véritablement, c'est 2 rôles différents, peut-être. Mais à mon entendement, ça devait être le même rôle. La conviction avec laquelle, sur une vingtaine d'années, quelqu'un a défendu une chose, il ne devrait pas revenir aujourd'hui parce qu'il est politicien barré avec du rouge sur ce qu'il a comme position il y a quelques temps, pas plus que 2 ans ou un peu plus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oden Aladatin, c'est Joseph Djogbenou, c'est Hubert Ahmed Béji, c'est les mêmes acteurs de la société civile, de Centrafrica, Obota Dié, de DHPD, Droits de l'homme, paix, développement ou d'autres structures qu'ils ont créées à la va-vite, s'il faut le dire comme ça, un peu comme le mouvement Mercredi Rouge. Et c'est joli ces images avec lesquelles le réalisateur nous accompagne pour qu'on sente que c'est eux hier qui disaient qu'il ne fallait pas interdire le droit de grève aux travailleurs. C'est eux aujourd'hui qui trouvent que la meilleure formule pour que le pays évolue, c'est qu'il faut que les travailleurs cessent d'aller en grève et que même s'ils sont allés en grève pendant qu'hier, les trucs, les défalcations leur étaient rétrocédées, qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas utilité de leur rétrocéder les défalcations faites sur leur salaire. Véritablement, c'est très intéressant pour nos acteurs de médias de vivre ces réalités-là et de pouvoir en parler avec une aisance parce que c'est des faits vrais qu'on a connus il y a quelques années seulement, mais qu'on voit aujourd'hui et sur lesquels ils sont en train de tirer. Véritablement, je dirais, ça me donne un peu de frisson et c'est intéressant de les voir ainsi parce que ça évolue et la retourne. Peut-être que demain, moi-même, je serai à une certaine position que je ne tiendrai pas le langage que était aujourd'hui sur le plateau de Sandétou. Alors, Tony Aubin, on a vu véritablement l'homme changer de position. Est-ce qu'il ne faut pas dire que Oden Aladatin et ses pairs se sont vendus cher sur le terrain de la société civile? Ils ont eu le temps de faire passer leurs images et ensuite ils ont attaqué la corde de la politique et c'est vite passé. Ils sont vendus cher en tant qu'acteurs de la société civile. Enfin, vendu cher à qui? Au peuple béninois. Au peuple béninois. Oui. Je dirais plutôt qu'ils ont profité du peuple béninois. Ils ne sont pas vendus cher parce que si, dans votre argumentaire, vous avez pu relever qu'hier, ils défendaient un idéal et qu'aujourd'hui, ils sont en parfaite contradiction avec cet idéal, alors cela voudra dire qu'ils n'ont pas été véritablement conséquents. Ils nous ont manqué de conviction dans ce qu'ils menaient comme lutte. Et ils ont profité du peuple béninois parce que lorsqu'on parle de Mercredi Rouge, parlant de Joseph Djogbenou, de Oden Aladatin, de Ahmed Béji et autres, cela ne suffisait pas. Le bon plan de la rupture. Il ne suffisait. Mais on a vu aussi Laurent Métonnion, malheureusement, dans la foulée, mais lui, il est cagé quelque part maintenant. Voilà. Ben, écoutez. Parce qu'il n'a pas la même position, justement. Eux seuls ne pouvaient pas suffire pour porter un mouvement tel Mercredi Rouge.
Orden Alotatin, c'est un monsieur que j'ai découvert dans les années 90 à travers un téléfilm, Tout de Vice. Oui, c'est un acteur culturel, j'allais dire. Tout de Vice qui nous inculquait les codes de bonne conduite sociétale, vous voyez. Et du coup, c'était un modèle, c'était un exemple. Mais ce que j'observe aujourd'hui, son inconstance me fait dire que on peut voir les choses d'une manière aujourd'hui et les voir d'une autre manière demain selon qu'on a changé de position ou pas. Si entre 2006 et 2016, un député, fut-il proche du régime de Yaya Boni, introduisait une loi, un projet de loi à l'Assemblée nationale portant interdiction ou du moins retrait du droit de grève à certains corps de métier, à certains agents, enfin, fonctionnaires de l'État béninois, quelle aurait été sa réaction à lui? Quelle aurait été sa réaction? Voilà l'une des questions que je me pose. Est-ce qu'il va accepter? Non. Il va, une fois encore, il aurait sans doute profité de ce peuple béninois, des syndicalistes, voilà, ces gens-là qui aussi devront comprendre qu'il va falloir qu'ils soient conséquents envers eux-mêmes et qu'ils sachent pactiser avec certains types d'hommes. Il l'a dit. Ils ont été emballés en 2016, pratiquement à la fin du mandat de Yaya Boni, pour des grèves politiques. Pour des grèves politiques, le pays a été paralysé et ça criait partout, ça descendait dans les rues. Ils étaient dedans. Aujourd'hui, maintenant que ça se retourne contre eux... Ils même avoir été l'un des instigateurs. Tout à fait. Et dans le temps, le peuple, ce peuple naïf, ce peuple béninois, les prenait pour les sauveurs. Les sauveurs. Ils pensaient qu'ils étaient là, ils les défendaient, ils pouvaient les sauver des griffes d'un régime qui voulait s'éterniser au pouvoir. Mais aujourd'hui, vous voyez comment ça se passe. Aujourd'hui, le sauveur, celui-là qui pouvait être vu comme sauveur hier, est devenu persécuteur. Et c'est dommage pour ce peuple béninois. Depuis ce temps-là où la Cour constitutionnelle a pris la décision, a demandé aux honorables députés de retourner à l'Assemblée nationale pour encadrer cette loi portant retrait du droit de grève à certains codes métiers, à certains fonctionnaires béninois, rien n'y fit. C'est le silence total. C'est tellement que, et c'est sûr que les choses sont en cours, Tony Aubin. Mais n'oubliez pas que d'ici juillet, cette équipe de la Cour constitutionnelle va s'en aller. On attend de voir ce qui va se passer par la suite. Samson Cabral Adessi, vous avez suivi l'acteur culturel, l'homme de la société civile, entre-temps politique, qui s'est prononcé sur les faits politiques, enfin, par rapport à la fronde sociale qui caractérisait le pays en son temps. Non, je crois que le peuple béninois a compris désormais que c'est des gens sur qui il faut compter le moins. Orden Alotatin peut-être n'aurait jamais franchi le seuil de l'Assemblée nationale s'il n'avait pas eu la présence d'esprit de faire partie de ce concept de mercredi rouge. Parce qu'au détour de ces mouvements qu'on a connus par le passé, il se faisait passer, tout comme Joseph Diogbenou, Ulbin Amegbedi, comme les défenseurs de ce peuple, les défenseurs des causes justes. Mais malheureusement, à l'arrivée, on a compris que c'était juste pour accéder au pouvoir et donc privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux du peuple béninois. Je crois que le peuple béninois doit pouvoir tenir compte de ces différents revirements, de cette différente position, j'allais dire, qu'ont occupé jusque-là ces différents acteurs. Je l'ai suivi tout à l'heure, il défendait le droit de grève que le régime défunt a enlevé aux douaniers. Mais s'il a fait ça par le passé, et aujourd'hui, c'est lui qui se fait le porteur de cette loi et qui a déclenché les hostilités entre les centrales syndicales et les gouvernants de notre pays. Je trouve que c'est bien la ruse dont il est question ici. Donc la ruse, en réalité, c'était un concept qui a été conçu bien avant l'avènement du président Patrice Talon. Et donc Joseph Diogbenou n'a fait que peut-être lâcher le concept qui était déjà fabriqué et dissimulé peut-être dans les poches de ces acteurs-là. C'est bien dommage pour notre pays et les prochaines élections législatives
doit pouvoir punir ce genre d'actes. Je pense que la 16e circonscription électorale, c'est la circonscription dans laquelle l'honorable désormais ordonne à la Dati, l'acteur culturel d'hier, s'est fait élire. Je crois, pour ma part, qu'il doit pouvoir descendre à Abomey, chez lui, pour chercher à faire la paix avec ceux-là qu'il est en train de dribbler aujourd'hui, pour pouvoir espérer peut-être un retour salvateur à l'hémicycle. Sinon, le peuple doit pouvoir sceller son sort. Il lui revient de descendre pour faire son mea culpa. Il faisait tout ce bruit juste pour accéder au Parlement, pour accéder aux affaires. Et c'est bien dommage, Hippolyte Agossou. Merci à vous, Samson Cabral Adensi. Cette intervention donc, va prendre fin, mais nous rappelons donc au peuple béninois d'être vigilant et de savoir avec qui pactiser pour désormais aller de l'avant. Prochaine rubrique. À l'épreuve des sacrifices, c'est le titre de la chronique de Samson Cabral Adensi. Samson, bonsoir. À nouveau, bonsoir, Hippolyte Agossou. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. La population béninoise à l'épreuve du mal du siècle. À l'instar d'autres pays de la sous-région, le Bénin enregistre au quotidien des crimes crapuleux. Tel une pandémie, le sacrifice humain prend une tournure inquiétante et soumet le peuple à la peur chronique. Vieux, jeunes et enfants, nul n'est à l'abri de ce phénomène insoutenable qui relève des pratiques sataniques. Les êtres humains remplaceraient désormais les bêtes autrefois sacrifiées aux divinités. Ils sont froidement abattus, tels de poulets ou de moutons destinés à des rites sacrificiels. Les découvertes macabres et autres cas d'enlèvement se décuplent ces derniers temps. Les pleurs, les plaintes et complaintes des familles des victimes se multiplient aussi. Les réseaux sociaux sont envahis des images d'une cruauté inimaginable et la panique s'empare de la population. Ces actes d'extrême barbarie sont l'œuvre d'individus sans foi ni loi à la recherche effrénée du gain facile. Le sang humain et autres organes extraits des victimes seraient offerts à une redoutable divinité qui doit sa réputation aux actes d'escroquerie. Les multiples récriminations placent au cœur du système les cybercriminels soutenus par des charlatans indélicats. L'Afrique, jadis berceau de l'humanité, est en passe de perdre son prestige. Le Bénin, berceau de vaudou et pays de grande hospitalité, brille par ses actes d'animosité et disqualifie ses religions endogènes. Le comble, le collège des garants de la tradition, les dépositaires des divinités incriminées sont restés indifférents au phénomène qui jette le discrédit sur ce qui devait être leur héritage. Puis, nombre d'entre eux entrent en complicité préjudiciable avec la jeune génération qui se refuse de trimer avant de se faire une place au soleil. La vie humaine est sacrée et pourtant, l'État garant de sa sécurité est longtemps resté inactif sur le phénomène. Cette proactivité à effet dissuasif a manqué aux gouvernants qui ne font que constater chaque jour les dégâts. Une course contre la montre s'impose alors pour sauver du séisme le peuple épris de paix et de justice. Cependant, l'immense responsabilité revient à chaque Béninois de rester en état de veille permanent. Les chefs de famille doivent doubler de vigilance, empêcher la progéniture de s'offrir en victime expiatoire sur l'autel des sacrifices. Aux propriétaires de maisons de soumettre leurs voisins aux tests de bonne moralité, mettre hors d'état de nuire des locataires énigmatiques qui couvrent le Kennedy sous le lit ou les sièges des motos ou véhicules me paraît impérieux. Mes sœurs
à la quête de facilité réussiront-elles à échapper au piège? Je sombre volontiers dans le doute. Ces dévergondés en perte de vitesse devraient gommer de leur comportement impudique l'imprudence sexuelle au risque de s'offrir en proie facile au sacrificateur. Le chroniqueur aura prévenu. Merci à vous, Samson Cabral Adensi. On revient tout de suite pour le débat. Urbain déplorable, mais on assiste de façon impuissante à la substitution des animaux par l'être humain dans des mesures de sacrifice inavouées. Et c'est ça qui fait que notre pays est transformé en une jungle humaine. Hein, l'homme, l'être humain est sacrifié, est tué, égorgé, tailladé, offert en sacrifice à un fétiche juste parce qu'on est à la recherche effrénée de l'argent, hein, le gain facile. On ne veut pas travailler, on ne veut pas honorer les saintes écritures qui nous enseignent que nous devons pouvoir manger à la sueur de nos fronts. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. À l'analyse, on se pose la question de savoir à qui faire finalement confiance. Parce qu'il se trouve que c'est les amis, les proches qui profitent d'un petit temps d'inattention pour s'échapper avec votre enfant. Lorsque vous savez que l'enfant reste la richesse, la plus grande richesse, hein, de tout un chacun. Et je voudrais souhaiter que chacun puisse connaître la grâce de connaître cette joie. Hein. Mais lorsque vous êtes là en face d'une jeunesse qui ne veut forcément pas travailler, qui verse dans la déchéance, qui verse dans la facilité et qui fait grandir le cercle de la cybercriminalité face à l'impuissance de nos dirigeants. On doit pouvoir stopper ça. Lorsque vous allez dans certains endroits, vous les retrouvez. Il y a même des endroits qui leur sont consacrés. On sait très bien comment ça se passe. Il n'est pas rare d'entendre dire, bon, ça c'est le cercle des cybercriminels. Telle personne est un cybercriminel, telle personne est un gaiman. Mais on ne fait rien pour leur mettre la main dessus. Et lorsque vous les analysez, lorsque vous les voyez à la vue, ils sont facilement parfois identifiables. Hein? On ne prend pas trop de temps pour les identifier. On peut quand même agir dans ce sens. Je ne sais pas si c'est la puissance de ce fétiche-là qui fait qu'on a du mal à leur mettre la main dessus, mais c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Le chroniqueur l'a si bien dit. Il va falloir que chacun cesse de couver ce œuf-là. Hein, c'est un œuf pourri que nous sommes en train d'entretenir. Il va falloir qu'on cesse de le faire parce que si vous avez un voisin qui a de belles allures, mais qui visiblement n'a pas de job, questionnez-vous, posez-vous la question de savoir ce qu'il fait. Interpellez qui de droit ou bien avertissez qui de droit. Si vous êtes propriétaire, que vous voulez louer votre maison à un jeune, à quelqu'un dont vous ne savez même pas ce qu'il fait, là c'est dangereux, je trouve. Il va falloir, chacun de nous est complice de ce qui se passe actuellement. Il va falloir que nous soyons vraiment attentifs, que nous soyons vraiment calmes et que nous observons véritablement le comportement des uns des autres autour de nous. Maintenant, pour nos sœurs qui se refusent, hein, de sortir avec les pauvres comme Tony, Dieu merci que moi je suis casé. Non, vous voyez, on ne veut pas trop se déranger, on ne veut pas trop se gêner, on veut le prêt à manger, le prêt à bouffer. Et on se met dans les griffes de ces je ne sais pas comment, je ne trouve pas le mot, de ces vampires, de ces monstres, hein, de ces démons, de ces diables. On se donne un cadeau et ils font de nos sœurs ce qu'ils veulent. C'est triste, c'est dommage. Alors, Léon Batonguero, n'est-ce pas la désacralisation de l'être humain qui est enclenchée par ce processus qu'on observe de façon impuissante, bien évidemment? Oui, j'avoue que c'est un phénomène de notre siècle, un phénomène qu'on vit et qui, malheureusement, n'attire pas, ou alors pas suffisamment
l'attention de nos autorités. Et c'est à juste titre que le chroniqueur dit que l'État reste impuissant face à ce qu'on observe ou peut-être n'agit pas conséquemment. Parce que véritablement aujourd'hui, il est de toute évidence que dans les réseaux sociaux, on observe un certain nombre d'images, ma foi, qui sont inimaginables, véritablement. On voit, ce qu'il me faut vraiment décrire, ce qu'on voit, on voit des images très choquantes, pour faire court, et qui sont des faits réels. On ne sait pas, on voit ici aujourd'hui, demain c'est ailleurs, ainsi de suite, et ça ne fait que se multiplier. Et vous voyez, ceux qui sont les véritables auteurs, quand on entend dire que c'est pour nourrir des sacrifices, c'est pour avoir beaucoup de biens matériels, et notamment financiers, et pour avoir de belles filles finalement avec eux. Tony a bien caricaturé, a bien décrit le phénomène, et on est dans une circonstance où l'être humain n'est plus comme un être dont on doit porter une certaine valeur inviolable, mais c'est un être objet, un être parfois plus objet qu'ailleurs, où on a des animaux beaucoup plus protégés que les hommes, je dirais. Parce qu'ailleurs, vous voyez, même pour égorger son chien, peut-être ou son chat, dans une certaine circonstance, vous allez vraiment vous retrouver en contradiction avec la loi et ça va vous coûter cher. Mais ici, chez nous, que fait-on de la sécurité des êtres humains? Oui, il y a le droit des êtres, des animaux. Vous vous rappelez, je me rappelle encore, comme si c'était hier, quand il s'est agi dans cette ville d'abattre les chiens, il y a un groupe de jeunes qui a mis des affiches, je ne dirais pas un groupe de jeunes délinquants, mais un groupe de jeunes très structurés qui agit dans la sous-région, qui a mis des affiches partout et même dans certains carrefours pour dire même les animaux ont des droits et selon des conventions internationales, voilà comment ça doit se passer. Mais que fait-on alors des hommes, des êtres humains que nous sommes où du jour au lendemain on voit une fille qui est égorgée ici et c'est un enfant là-bas et ça porte un coup à la société au point où on ne sait plus véritablement, même en étant homme, comment éduquer alors son enfant pour qu'il regarde l'homme en face de lui pour dire ça c'est un homme en qui il faut avoir confiance, ça c'est un homme en qui il ne faut pas avoir confiance. Mais il y a des règles élémentaires et mon cher ami Tony vient de le dire. Quand vous avez quelqu'un à côté de vous, un jeune homme qui a 20 ans, qui a 25 ans, qui a 30 ans à peine, mais qui n'a pas un diplôme, qui ne travaille pas, qui n'est pas un artisan, qui ne fait rien, et vous le voyez tout le temps avec des voitures rutilantes, vous le voyez avec de belles filles, parce que aussi, c'est ça, nos soeurs, nos chéries aiment, parce qu'elles aiment là où il y a le bien financier, il y a le bien matériel. Le reste, elle n'y pense plus, elle ne regarde plus qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fera de moi, qu'est-ce que ça devient la relation. Mais c'est à l'instant même, c'est la relation aujourd'hui, le bien aujourd'hui, le chaud, s'il faut le dire comme ça, aujourd'hui. Et c'est cela qu'elle regarde. Mais demain, bonjour les dégâts, et c'est les parents qui en pâtissent. Parfois, on a tendance à dire que, bon, voilà, les parents n'ont pas assez suffisamment éduqué leurs filles, mais ce n'est pas toujours évident. Même pour ceux qui sont peut-être très avertis, ça pourrait arriver. Mais je me dis, il y a un cercle vicieux qui se développe autour de cette activité. Et quand je parle de cercle vicieux, on a parfois même des acteurs censés mettre la main sur eux qui sont en complicité avec eux. Des gens, et généralement, moi j'ai l'impression que eux-mêmes se font amis à des gens d'une certaine dignité, d'une certaine classe sociale, de telle sorte qu'à les voir, on pense que, bon, étant dans ce cercle, ils sont intouchables, ils sont véritablement protégés. Ce qui se fait pour les sacrifices humains, pour grandir dans la vie, je dirais que de tous les temps en Afrique, ça a existé. Que l'on aille voir un marabout, ou je ne sais pas, quelqu'un pour dire, ah, je suis journaliste, mais je vais être le super journaliste de la boîte, je suis ici, je vais être le monsieur qui est en avant. Peut-être que ça se faisait par les pratiques je ne sais pas, des charlatans ou de charlatanisme, ça existait. Mais aujourd'hui, ça a pris une tournure de cruauté. Voilà, une tournure de cruauté où l'être humain n'est plus ce qu'il doit être. Il est comme un objet, comme je l'ai dit à l'entame, mais qui n'a plus de valeur, avec qui on peut se faire de l'argent, on peut faire construire sa vie, mais le reste, on ne le regarde pas comme son prochain, comme son voisin sacré que Dieu a créé comme nous, mais un objet qu'on peut utiliser pour parvenir à ses fins. Malheureusement, c'est la société dans laquelle nous vivons et c'est dommage. Alors, Samson Cabral Adensi, une question cruciale sur table, la question d'éducation. En prenant les initiateurs, parlant bien évidemment aussi de nos sœurs,
N'est-ce pas une fuite de responsabilité parentale qui a peut-être conduit à des ambitions démesurées qui donnent aujourd'hui ce résultat? Oui, c'est vrai, Hippolyte Agossou, les parents ont démissionné. Ils n'assument plus leur rôle d'éducateur, de premier éducateur de l'enfant. Il faut rappeler qu'au début, ces adeptes des divinités ou ces adeptes de Kénésie ne s'en prenaient pas aux personnes normales. On apprenait, c'est les bossus, encore que là, ils sont des personnes normales. Ah oui. Avoir une malformation, ça ne veut pas dire faire de toi. C'est qu'on prétexte de l'handicap de la personne pour le faire disparaître. Vous pouvez apprendre que c'est un albinos qui a été enlevé, mais aujourd'hui, c'est peut-être l'époux qui va égorger son épouse, sa femme. C'est peut-être un ami qui enlève son copain, sa petite amie. Et quand c'est comme ça, ça prend une autre allure. Au début de la prise de service à l'avènement du régime Talon, c'est le ministre Saka Lafia qui disait au moment où les actes de braquage se multipliaient, qui disait que chaque Béninois n'a qu'à prendre sa sécurité en main. Et on avait trouvé que le ministre, c'est une fuite de responsabilité et qu'il a fait une boude. Mais en réalité, après analyse, je me rends compte que c'est lui qui a raison. Parce qu'il sait très bien les insuffisances de notre État, notamment de la sécurité, de ceux qui assurent notre sécurité, parce qu'ils ne peuvent pas être au même moment partout à la fois. Et donc, il revient aux parents d'essayer d'éduquer les enfants. D'abord, ceux-là qui s'adonnent à ces activités de cybercriminalité, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas pour soutenir l'acte, c'est parce qu'à un moment donné, l'État aussi a cessé de créer de l'emploi et qui ne veut pas vivre dans l'opulence, tout le monde, lorsque en même temps, vous voyez des politiciens qui ne font même pas bonne presse parce qu'ils traînent des scandales et pourtant, c'est eux qui roulent les belles voitures, c'est eux qui construisent les belles maisons. La jeunesse aussi qui n'a pas reçu cette éducation digne du nom est tentée de s'adonner à ces pratiques de barbarie. Je trouve que la responsabilité est imputée et imputable aux parents, papa et maman, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas me dire que dans une famille où un enfant a moins de 25 ans qui est sans activité doit revenir à la maison avec une voiture et ce sera applaudi par ses parents. J'en connais à Cotonou qui étaient fiers, à qui même cet enfant ou ces enfants créent d'autres activités génératrices de revenus et la maman trouvait que c'est une bonne activité. Il y en a qui disent que c'est le moment de retirer à ces blancs tout ce qu'ils nous avaient volé entre-temps. Et maintenant, lorsqu'on s'en prend... Mais là, ce n'est plus que les blancs. Ce n'est plus que les blancs, justement, Hippolyte Agossou. Aujourd'hui, on est prêt à sacrifier son propre frère pour se faire de l'argent. Et c'est là, c'est dramatique. Ce n'est plus qu'on est en train de vouloir se venger de ceux-là qui nous ont mis mal à l'aise, qui nous ont peut-être condamnés à cette pauvreté qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Donc l'État, au-delà de la responsabilité parentale, l'État doit pouvoir assurer un mieux-être aux Béninois, notamment ces jeunes. Ils doivent être formés. Il y en a qui ont reçu des formations universitaires, mais malheureusement, dans le pays, comme on n'a pas l'esprit de créativité qu'il faut pour s'en sortir, et on s'adonne à ces activités. Nos jeunes sœurs, vous savez, Tony a bien fait de le souligner. Ce n'est pas parce que Tony n'a pas les moyens d'acheter une moto aujourd'hui tout de suite à une femme que c'est déjà mauvais, qu'on peut trouver qu'il est déjà très pauvre. Non, c'est-à-dire il faut se patienter. Attendre son tour. Attendre son tour, c'est véritablement étudier l'homme de sa vie ou attendre l'homme de sa vie. Mais elles sont pressées. Vous n'êtes pas sans savoir.
là où nous sommes, on voit beaucoup de mouvements au point où on se demande si réellement les conseillers locaux de ce milieu essaient d'étudier un peu leur environnement. Parce que ça se passe au nez à la barbe de nos dirigeants. Et c'est ce qui est grave. Mais qui sont jusque-là restés inactifs. C'est après, on va dire qu'on a retrouvé dans des buissons un corps inanimé. C'est peut-être le cœur ou bien l'organe génital qui est enlevé. Et c'est bien dommage. Alors, Tony Aubin, l'Association nationale des communes du Bénin, le Conseil des ministres, enfin, ces instances-là devraient quand même s'asseoir pour réfléchir et voir comment contrecarrer cette situation qui est en train de prendre de l'ampleur dans le pays. Oui, tout à fait. Il revient à nos dirigeants de renforcer les mesures sécuritaires autour de chaque citoyen béninois parce que l'État doit pouvoir nous garantir une certaine sécurité, la sécurité des personnes et des biens. Bon, maintenant, en dehors de cela, Samson l'a dit, dans nos quartiers, nous avons des chefs quartiers, nous avons des élus locaux, nous avons des conseillers qui doivent pouvoir maîtriser le mouvement de leurs administrés. Si vous êtes chef quartier, que vous sentez que dans une maison là, il y a un groupe de jeunes qui mènent la haute vie avec de belles allures, il va falloir quand même faire de sorte à les interpeller, à chercher à savoir ce qui se passe, quelle est leur activité. Maintenant, là où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas que des chômeurs qui soient dans ce cercle-là. Il y en a qui sont des personnes qui travaillent dans le réseau, mais qui sont là-dedans. Léon l'a dit, des personnes qui sont censées ne pas se retrouver dans ce cercle-là s'y retrouvent malheureusement. Et c'est là qu'il faudra faire très très attention. Parce que, je suppose, c'est juste un exemple, lorsque le cybercriminel, dans son véhicule rutilant, se fait stopper par un policier, lequel policier va vers lui avec beaucoup de respect, parce que, vous voyez, c'est la haute vie, c'est l'allure, quoi. Vous qui êtes là, qui traînez votre moto carcasse là, c'est vous qui allez le dénoncer à quel policier finalement qui va s'occuper de... Vous voyez, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Il va falloir d'abord qu'on rappelle aux uns aux autres que la confidentialité est de mise autour des dénonciations des comportements suspects autour de nous. Lorsque on a cette assurance-là, d'accord, ça peut aller. Il va falloir que nous nous sécurisons et que nous faisons très très attention à ceux-là qui nous entourent. Si c'est l'époux qui sera amené à tuer sa femme, si c'est le frère qui sera amené à tuer son frère, son autre frère, si c'est l'ami qui, au détour après nous virer, peut très rapidement trancher le coup à son autre ami, c'est dangereux, c'est dangereux. Nous ne sommes pas dans deux mondes, nous sommes dans une jungle. Il faudra faire très attention. Alors, Léon Batongourou, quand on brûlait quand même les voleurs dans ce pays, on a vu la réaction prompte du gouvernement de la rupture. Je crois que ce phénomène aussi nécessite quand même une réaction. Oui, une réaction, c'est vrai, mais dans le cadrage strict de la loi, parce que nul ne peut se rendre justice lui-même, et c'est ce qui est parfois assez choquant. Vous voyez, il y a des personnes qui commettent des crimes parfois très crapuleux, au point où même vous, acteurs de médias, quand vous allez et qu'on vous présente ça, vous avez envie de dire, mais il faut ôter la vie à celui-là et vous allez en finir. Mais la loi ne réagit pas telle. Au Bénin, encore plus que les acteurs de défense des droits humains œuvrent à ce que la peine de mort soit retirée et que le Bénin a ratifié aux différents tests qui doivent nous y amener. Et ces choses effectives aujourd'hui, ça veut dire que quoi que soit le crime que l'on ait commis, on ne peut pas l'ôter la vie pour ça. On doit alors le garder quelque part après son procès. Mais c'est quand même dommage de constater que ce qu'on dit ici, ce n'est peut-être pas dans l'intention de dire il faut leur ôter la vie, encore que, comme on l'a décrit, il y a difficulté. L'être humain est complexe. Vous voyez, vous êtes ami à quelqu'un, vous lui faites entière confiance pendant un temps, mais il décide du jour au lendemain de vous faire ça. Et vous ne savez pas, vous n'avez pas dans son esprit qu'est-ce qu'il avait dans cet esprit-là à un moment précis, vous ne le savez pas. Et quand on se rappelle les types d'attentats qu'il y a eu en France il n'y a pas longtemps, où on se dit, ben, c'est peut-être à la bombe que les gens opéraient, mais quelqu'un qui prend un camion, qui décide d'aller tuer des gens, il a ça à l'esprit, on ne pouvait pas imaginer, mais il l'a fait. Et ici, aujourd'hui, au Bénin,
le contexte n'est peut-être pas le même. Ici, il y a des indices, il y a des éléments, il y a des choses qu'on voit, mais sur lesquelles on ne réagit pas. Et il faut féliciter ce type de propriétaires de maisons qui cherchent à comprendre quelle est l'activité que vous menez, qu'est-ce que vous faites avant de vous admettre dans leur maison. Il y en a même qui, paraît-il, n'admettent pas les célibataires. Ils disent, je préfère des gens responsables parce que déjà, les sorties, aller revenir, parce que vous êtes jeune, ça embrouille, ça ne donne pas bonne éducation à ceux qui ont dans leur ménage des petits-enfants. Parfois, j'ai vu dans cette ville, dans un quartier, notamment vers Guéma là-bas, je crois à Oré, où une dame a dit à une jeune fille, sortez de ma maison parce que ça n'est de trop. Vous avez des mouvements d'hommes qui viennent et qui reviennent. Tellement c'était trop que la dame se plaignait. J'ai dit, mais la dame qui est propriétaire, elle a raison. Quand vous ne voulez rien faire, quand vous avez des gens douteux qui viennent tout le temps dans la maison, quelle éducation voulez-vous donner à la petite jeune fille qui est à côté, alors que vous vous comportez d'une certaine manière et qu'elle pense que ce que vous faites, c'est ça qui est le bon style. Véritablement, on est dans un pays où, dans nos quartiers, il faut qu'on prenne en charge nous-mêmes, un peu comme le ministre l'avait dit, plus ou moins notre sécurité, parce qu'il y a des choses qu'on peut voir et dénoncer, il y a des choses qu'on peut voir et ne pas accepter, et quand ça va commencer par prendre le pas, on aura épargné un certain nombre de réalités de notre société qui va à sa déchéance, parce que si on est homme et que l'humanité disparaît de l'être humain, qu'est-ce qu'il nous reste que d'être des animaux? Encore que de plus en plus, les animaux, comme je l'ai dit, ont des droits très protégés ailleurs, on ne peut pas faire de ce qu'on veut. Alors, Samson, pour finir, est-ce qu'il ne faut pas désormais œuvrer donc pour le respect de certaines conventions que le pays a ratifiées, notamment même de certains articles plutôt de la loi fondamentale de notre pays qui qualifient l'être humain quand même de sacré? Si seulement ces conventions sont vulgarisées. Alors, Hippolyte Agossou, il y en a qui méconnaissent proprement les textes de la République. Je pense qu'on doit pouvoir commencer le ménage à partir de ces rounons qui se multiplient un peu dans le pays. Voilà, pas sans savoir que même pas suffisamment parlé. Pas sans savoir que récemment, on a découvert un rounon, je crois, vers Accro-Micérité, qui serait dans ce genre de crimes. On a eu à sortir des crânes de sa maison. Et donc, ceux-là qui sont les dépositaires de cette divinité doivent pouvoir réagir et procéder à un assainissement de ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, lorsqu'on parle de religion endogène, ça n'a plus de valeur. C'est à croire que le vaudou n'est là que pour faire du mal. Or, en réalité, la mission première du vaudou, ce n'est pas ça. La protection. C'est la protection. Mais aujourd'hui, on constate que les gens prennent cette divinité pour faire du mal à leur prochain. Et lorsqu'on me dit que ces cybercriminels vont jusqu'à offrir des motos, des présents à ceux-là qui sont censés d'assurer la sécurité, qui sont censés de combattre le phénomène, ça pose un problème. Je me demande comment, quelles que soient les décisions qui viendront peut-être du ministre de l'Intérieur, comment ils réussiront à les faire appliquer sur le terrain. Parce que lorsque la lettre est partie, comme quoi dans tel quartier, il y a un groupe de jeunes comme ça qui s'adonnent à de telles pratiques, si c'est les mêmes forces de l'ordre qui mettent la puce à l'oreille à ces derniers, parce qu'il y a des accointances qui se développent entre ces gens-là, je me demande si l'État véritablement pourra en venir à enrayer le phénomène. Donc c'est bien dommage. Il faut que ceux-là, vers qui ces jeunes vont pour prendre cette divinité, les installer dans leur véhicule sous les sièges de leur moto, parce qu'il paraît que lorsque c'est sous le siège d'un moto et que d'une moto, excusez-moi, et que vous prenez le risque de vous asseoir confortablement, en même temps vous perdez de votre sang, et puis peut-être c'est quand on vous aura déposé que vous allez constater les dégâts. Et quand c'est comme ça, on doit pouvoir interpeller cette dignité-là. Il doit pouvoir réagir, parce qu'aujourd'hui, que l'on veuille ou pas, le phénomène va continuer et il revient à cette dignité de dire non. Autrefois, lorsque un jeune se présente devant un vieux, même si c'est juste pour avoir de petits gris-gris, comme on a l'habitude de le dire, pour sa propre sécurité, pour se protéger, on étudie d'abord l'âge de ce dernier. Mais aujourd'hui, ça se donne comme de petits pains.
un peu comme la sorcellerie aujourd'hui, où les enfants, déjà à la maternelle, ont déjà la sorcellerie. C'est un peu comme ça se passe. Donc, il revient à l'État béninois de convoquer, de faire une rencontre avec ces hauts dignitaires des cultes vaudous et de parler avec ceux-là pour qu'ils essayent d'assainir le milieu. Sinon, ça ne va pas. Il y a une autre proposition peut-être qui me vient à l'esprit. Votre mot de la fin en même temps. Peut-être oui. Je crois qu'il est temps que même... dans les manières de faire les lois des députés, qu'on instaure une question de sécurité qui parte de comment aller être locataire quelque part, comment être dans son environnement. Je crois qu'il y a une réflexion qui s'est menée il n'y a pas longtemps dans ce sens. Mais il faut, un peu comme on l'a dit là, que les chefs quartiers, les conseillers, les propriétaires soient impliqués véritablement de telle sorte que on ait un registre, un canevas clair sur qui est où et qui fait quoi. Dans tel quartier, il y a tel qui est dans telle maison, voilà son job, voilà ce qu'il fait. Et quand on aura constaté que ses avoirs, sa manière de vivre, ce n'est pas vraiment en conformité avec ce qu'il fait comme activité et le gain qui pourrait en résulter, il faut l'interpeller. C'est vrai qu'il faut encore aller aussi vers même les politiciens, les cadres qui exercent telle ou telle autre fonction, qui finissent et qu'on voit construire des maisons à la limite insolentes en technologie et qui sont quand même des gens qui disent avoir eu un salaire maigre, mais qui ont fini par avoir de belles maisons ou des hôtels ou je ne sais pas. C'est beaucoup de problèmes à régler et l'État en est le premier responsable. C'est lui qui doit préserver la sécurité des Béninois. Il doit partir de la basse couche peut-être pour les propositions que je fais ou peut-être par lui-même, commencer par assainir ses cadres, des gens qui ont des avoirs impensables. Ailleurs, je crois au Gabon, il y a une loi qui exerce dans ce sens-là et qui permet aux gens qui sont d'un certain niveau d'être poursuivis parce qu'on ne sait pas d'où ils ont leur avoir. Tony Aubin, une question pour vous amener vers votre mot de la fin. Ce qui est là où le bas blesse, c'est que c'est les innocents qui sont victimes. Les enfants dans les écoles désormais, il faut une sécurité de haut niveau pour protéger ces bouts de chou. Oui, malheureusement, c'est cela. Les enfants sont des âmes sensibles. Les enfants sont naïfs. Ils sont... vraiment, c'est un peu compliqué pour moi de parler des enfants qui sont victimes de ce cas. Les enfants sont exposés, ils sont vulnérables, vous voyez, ils sont sans défense, sans force, et on profite de tout ceci pour leur faire du mal. C'est cruel, c'est difficile. Il va falloir qu'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on a de job qu'il faut verser dans l'indignité. On peut ne pas avoir de job et rester digne. Et pour la plupart du temps, c'est des jeunes qui gèrent finalement la famille. Les parents n'ont plus de pouvoir, de puissance sur ces jeunes-là parce que tellement la vie a pris une allure qui fait que les parents ont même peur de regarder leurs propres enfants dans les yeux pour leur dire certaines choses. Tellement que c'est l'enfant qui gère toute la maison et qui offre les moyens roulants à ses parents. Donc l'enfant est très vénéré, très respecté. Il va falloir qu'on cesse avec cela et qu'on comprenne. Les dépositaires de ce fétiche-là savent ceux à qui ils confient le fétiche. Et puisque nous sommes à l'ère des réformes, il faut aussi qu'il y ait une réforme qui aille dans ce sens-là pour assainir ce secteur-là. Alors, Samson Adessi, c'est, n'est-ce pas, l'heure quand même d'interpeller les acteurs de la société civile, pourquoi pas les membres du gouvernement, les maires de nos communes au Bénin, pour pouvoir quand même sensibiliser la population, attirer leur attention sur les dangers qu'ils courent dans les rues aujourd'hui, pour qu'ils sachent comment quand même... Je ne fais plus confiance aux acteurs de la société civile. Vous avez vu comment ils réussissent. En attendant de passer de la société civile à la politique, il faut quand même sensibiliser. Ils vont en faire leur thème de campagne et se retrouver de l'autre côté. Et bonjour les dégâts. Hippolyte, nous avons 77 communes. Et avec les différents conseillers que nous avons, je crois que le travail peut être fait. Lorsque chaque conseiller, dans son cadre de vie, dans son milieu, procède avec les propriétaires de maison, les chefs de ménage, ils n'ont qu'à procéder à un ménage. Vous allez voir que des gens... Des détections spécifiques. Avec l'aide des policiers aujourd'hui, on peut débarquer dans une maison et faire de la perquisition. Vous allez constater, vous allez sortir même des choses horribles.
on va appeler la télévision, nous allons relayer ça. Mais je parie que le jour où le gouvernement va décider de fouiller tous les ménages, ben, les gens vont fuir. Ils vont abandonner leur ménage est parti. Donc on n'a qu'à procéder à ce toilettage-là pour mettre hors d'état de nuire ces gens-là qui circulent allègrement dans le pays avec les belles voitures. Je ne les envie pas. Certes, il y a des politiciens d'un certain niveau, on ne va pas les nommer ici, qui ont pris cette activité pour un job dans ce pays. Ils ont réalisé des trucs. Ils sont parachutés dans le monde politique. Ça a fini là où ça devait finir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas des modèles à suivre. Le chemin qui mène à la réussite, c'est le travail. Il faut travailler pour pouvoir s'estimer heureux dans ce monde. Le chemin qui mène à la réussite, c'est bien le travail. Et il faut aussi l'apprendre aux enfants dès le bas âge, les éduquer à travailler et gagner à la sueur de leur front. La vie humaine est sacrée, précieuse et inviolable. Elle doit être aimée, défendue et soignée, disait le pape François. C'est ici que nous arrêtons cette émission. Amis téléspectateurs, on se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro. Portez-vous bien.